France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue à tous sur France Maghreb 2. Nous sommes jeudi et nous sommes le 9 novembre. J'espère que vous allez bien, en pleine forme aujourd'hui. Hanan Zawani est avec nous. Bonjour Hanan. Bonjour Christophe, salam alaikum chers auditeurs. Comment ça va? Bah écoute, très bien, ravi d'être parmi vous. Et je vous présente monsieur Redouane Mini, c'est ça? Moumine. Moumine. Bonjour à tous. Bah non mais tu sais, les gens qui me suivent, ils sont au courant que moi j'écorche tous les noms. Je suis un spécialiste. Donc Redouane Moumine. Voilà, faut que ça rentre dans mon cerveau, tu vois. Et comme il fait froid en ce moment, c'est un peu glacial. C'est le début du grand froid. Redouane, qui est un prof d'histoire géo et qui est en train d'écrire un livre, qui fait plein d'activités. Voilà. Hein, non mais c'est ça, faut le dire. Oui, un livre sur le conflit syrien et je suis en train de lancer un projet sur la géopolitique des femmes. Ah, c'est très tendance ça en ce moment. Exactement. Alors, mon cher Redouane, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure dans ton avis tranché? Alors, comme c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin aujourd'hui, je voulais parler de la situation des femmes en Allemagne de l'Est depuis la chute du mur, parce qu'il y a des choses à dire. Ouais. Qu'est-ce que tu nous écoutes, Hanan? Qu'est-ce que tu nous fais Bah oui, c'est toi, c'est qui? Pardon? Ouais. T'écoutes Europe 1 apparemment, non, c'est ça? Oui. Bravo. Oh la trahison. Oh là. Elle écoute Europe 1. En fait, ça s'est mis en marche tout seul. Ah oui. Alors, donc on va parler de la chute du mur de Berlin donc avec Redouane. Et ton coup de cœur, je crois que tu nous emmèneras tout à l'heure. On va parler de Khalida Jarrar, pour ceux qui connaissent, qui est une députée palestinienne qui vient d'être incarcérée pour la deuxième fois en Israël. Eh oui, une nouvelle. Hanan, on va parler de quoi avec toi? On va parler de la France d'après. Donc on est en train de commémorer. D'après quoi? D'après attentat du 13 novembre. 13 novembre 2015. Donc reprendre un petit peu ce qui s'est passé, puis donner la parole à une très belle initiative. Donc on aura au téléphone Enver Dos Santos, qui est notre cher chroniqueur. Ouais. Donc aux alentours de 17h15, donc restez à l'écoute, ça va être passionnant. Très bien, donc un avis tranché suivi d'un coup de cœur. Suivi d'un coup de cœur, voilà. Très bien, ben voilà, le programme est plutôt sympa et comme d'habitude, amis auditeurs, auditrices, la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000. Vous voulez savoir de quoi on va parler? Ben ça tombe bien, voici le sommaire. Enfin, s'il veut bien partir, évidemment. Jingle, tout ça, machin, on y va, c'est parti. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, France, alors que les bidonvilles sont désormais épargnés, la trêve hivernale ne s'est pas appliquée au camp de Rome dont certains ont été évacués. Christian Estrosi a toujours pour projet d'exproprier la mosquée An-Nour à Nice pour y construire une crèche. Une enquête d'utilité publique va être lancée le 22 novembre prochain. Nous ferons le point sur cette affaire. Invité et retour sur une affaire de violence policière qui s'est déroulée en 2011 à Clermont-Ferrand avec le comité justice et vérité pour Wissam. Tout à l'heure, invité Mounir, référent à Clermont-Ferrand. La question LGF pour Edoui Plenel. La une de Charlie Hebdo sur Mediapart est une guerre aux musulmans menée par une gauche égarée. Partagez-vous son avis. Vous répondez sur Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission. 01 40 33 9000. 16h27, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est votre LGF. L'émission qui vous ressemble mais aussi l'émission qui vous rassemble avec Hanan Zawani qui est avec nous aujourd'hui accompagné de Redouane. Rebonjour. Moumine. C'est bon hein? Ah oui. Oui, c'est bon. J'ai eu un doute. Redouane Moumine, donc, qui est avec nous, sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, jusqu'à 18h avec vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000. Alors, la question du jour, évidemment, en rapport avec la réaction de Edoui Plenel par rapport à cette une de Charlie Hebdo, sur le patron de Mediapart. D'ailleurs, ils ont fait un très très bon papier dans Mediapart, expliquant que Edoui Plenel avait rencontré Tarek Ramadan qu'à 2 reprises. Exactement. Avec des vidéos à l'appui. Pour l'une d'entre elles, d'ailleurs, nous y étions, la radio, c'était dans l'Essonne. Une conférence qui était vraiment très très bien organisée par une association musulmane de l'Essonne. Et c'était une soirée vraiment d'échange très intéressant pour le coup. Et à part ces 2 reprises, ces deux personnes ne se sont jamais croisées et pourtant on a tendance à croire ou nous faire croire en tout cas qu'ils seraient liés. Quoi qu'il en soit, donc la réaction nous a amené à vous poser cette question suivante puisque Edoui Plenel déclare que cette une sur Charlie Hebdo, c'est une guerre en fait contre les musulmans menée par une gauche égarée. Alors je sais pas si ça vient tout à fait de la gauche égarée, mais en tout cas c'est son avis. Est-ce que vous le partagez? Alors pour l'instant vous êtes 83% à dire que oui,
Vous partagez l'avis d'Edoui Plenel sur Facebook contre 17%, alors que sur Twitter c'est un peu plus mitigé, 56% à dire oui contre 44% à dire non. Alors c'est vrai qu'on a hier par exemple posé une question et on n'avait pas franchement les mêmes résultats sur Twitter et Facebook, et on s'est aperçu, enfin un petit peu en réfléchissant quelque part, que sur Twitter évidemment c'est pas forcément le même public, on utilise des mots-clés etc. Oui. Et sur Facebook, bah voilà, ce sont les auditeurs de la radio principalement qui suivent France Maghreb 2 et qui like les différentes infos qu'on peut vous mettre et les questions etc. Et sur Twitter, bah c'est tout le monde, voilà, sur Twitter c'est la liberté au summum, j'ai envie de dire. Bah, et donc du coup on n'a pas franchement les mêmes résultats. Bah, sur Twitter, le public il est quand même assez différent. Oui, Moi c'est qui très pratique diversifié. les deux réseaux sociaux, sur Twitter, beaucoup de politique, très diversifié. Donc dès que ça parle de politique, bah, sur les questions là que tu mets sur le Twitter du LGF, et bah tout de suite on a des résultats voilà qui explosent. Et des résultats différents. Donc on voit c'est retweeté par des pro Macron, par des pro Mélenchon. Donc on a de tout. Oui. Donc on va dire que peut-être que le résultat sur Twitter il est plus représentatif peut-être de la France. De Voilà. la France, c'est vrai. Non Voilà. mais c'est vrai, on est d'accord. Et puis sur Facebook c'est plus la communauté Voilà. musulmane si on peut dire ça. C'est ce qui est intéressant justement de faire un parallèle des deux. Voilà, donc vous n'hésitez pas en tout cas à vous rendre sur le Facebook France Maghreb 2 pour voter, bien sûr, et participer à cette question que vous pouvez d'ailleurs commenter. N'hésitez pas. Non, parce que je vois que sur Facebook maintenant qu'on met sondage, hop, les gens ils commandent plus, tu vois. Bah, ça y est, tu Il leur faut as y donné la aller, facilité. faut commenter pardon, et sur Twitter aussi, donc LGF officiel. Et vous qui êtes des furies d'actualité en tout genre, et bien franchement Twitter c'est vraiment pour moi en tout cas le meilleur réseau social dans ce domaine. Et vous avez d'ailleurs la plupart des personnalités politiques, des journalistes qui font leurs premières déclarations sur Twitter, hein, vraiment. Emmanuel Macron par exemple utilise beaucoup Twitter. Pour faire ses vidéos, pour faire ses déclarations. Édouard Philippe aussi, enfin la plupart d'ailleurs les membres du gouvernement, mais aussi beaucoup de députés. Mélenchon est très actif sur Twitter, beaucoup de gens, voilà. Donc allez-y franchement. Alors pour Twitter, vous tapez LGF officiel, vous nous suivez, comme ça vous aurez tout le programme tout le temps avant tout le monde. Et puis vous pouvez évidemment commenter, participer un petit peu à cet échange de Twitter. Redouane, t'es plutôt Twitter ou Facebook toi? Ah, Twitter. Twitter. J'ai abandonné Facebook il y a un an, je suis complètement accro à Twitter parce que la viralité des informations est incroyable en fait. On peut avoir des informations sur quelque chose qui se passe à 6000 km c'est ça. Et en quelques secondes on diffuse à son tour l'information, notamment sur les conflits internationaux, c'est incroyable. Alors l'avantage quand on parle plusieurs langues c'est encore mieux, hein. Ah oui, ouais. Évidemment. En arabe, en anglais, en français. Il y a beaucoup de trucs en arabe très intéressants d'ailleurs. Oui, voilà. Exact. Donc allez-y vraiment. Enfin, la communauté arabophone est très active sur Twitter. Oui, on va pas faire non plus de pub pour Twitter particulièrement, mais en tout cas voilà, c'est un réseau social qu'on aime bien ici, et particulièrement dans cette émission. Donc LGF officiel, vous allez créer votre compte et puis comme ça vous pouvez participer. Et puis alors l'avantage de Twitter, c'est lorsque vous avez envie d'interpeller quelqu'un, une personnalité, que ce soit Emmanuel Macron ou Hanan Zawani par exemple. Exactement. Eh bien vous pouvez directement identifier, vous faites le arrobase et vous cherchez donc Emmanuel Macron, vous allez le trouver facilement et vous pouvez lui poser votre question, etc. Alors pas sûr qu'il la lise, hein, mais bon. Non, mais vous sur Twitter, on arrive vraiment à faire bouger les choses. On a eu plusieurs campagnes de mobilisation qui ont réussi à faire bouger les choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc la fachosphère est hyper active sur Twitter et arrive à faire interdire par exemple les missions civiques de chez la Lab, du côté des bonnes choses. On a eu dernièrement un article sur le Figaro qui était une tribune qui était assez islamophobe. On a eu Marwan Mohamed qui a interpellé directement le Figaro. Dans l'heure, c'était supprimé. Ah oui, voilà, donc un vrai poids. Et puis je sais qu'il y avait une grosse campagne en ce moment. Vous savez que Carrefour apparemment vendait des voyages pour la Birmanie. Oui. Et une grosse campagne qui a été menée sur Twitter justement par quelques-uns pour demander à ce qu'on supprime ce voyage. Alors je sais pas où ça en est. Je crois pas que c'est marché, non? Pour l'instant, pour l'heure, je sais pas. Il y avait grand monde. Ouais. Non. Oui, donc il y avait eu un voyage touristique pour la Birmanie. Donc il y avait quelques personnes en fait qui demandaient de faire monter le hashtag, mais je crois pas que c'est bien pris, non. Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les
les hashtags, enfin les top tweets, ce qu'on appelle, hein, c'est les trucs les plus tweetés en fait. Hein. Ouais. Et on peut s'apercevoir que la télé finalement a une grosse répercussion parce que quand vous mettez par exemple le soir à 21h, vous allez voir les top tweets, c'est toujours en rapport avec des émissions de télé. Exact. Ou un match de foot ou voilà. Ouais. Un événement par exemple quand c'est l'heure de on n'est pas couché, bah il est quasiment en top tweet tout le temps quoi. Et voilà. Bon voilà, en tout cas c'était notre petite partie réseaux sociaux et vraiment je le rappelle ici, c'est très intéressant, un outil à utiliser vraiment à bon escient. Donc aujourd'hui, avec voilà, efficacité. juste pour le dire, sur Twitter, on parle du harcèlement scolaire, Ouais. on parle du glyphosate, Ça c'est ce qui est en top tweet là en ce moment. voilà, D'accord. on parle de Gaulle. Oui, De Gaulle, puisque Carla c'est l'anniversaire Bruni. d'Asie. Ah oui. Voilà, Qu'est-ce qu'elle va ouais, faire là, elle Ah bah je sais pas, je vais te dire ça tout de suite, ce qui se passe Carla avec Carla. Bruni. Qu'est-ce qui se passe avec Carla Bruni? Ouais, je vais te dire ça. Ouais. Alors Emmanuel Macron solliciterait les conseils de Nicolas Sarkozy selon Carla Bruni. Voilà. Ah bon? Donc, voilà, elle a Ah balancé bah ça c'est une une info. info ça. Voilà, elle a balancé une info. C'est mieux que balance ton porc là pour le coup là. Exactement. Hein? Bah écoutez, c'est une sacrée info. Voilà. Bon. Bah voilà, Twitter, allez-y les amis. LGF officiel pour évidemment aller liker le truc. Hein. Ce que je passe comme si d'ailleurs si on dit liker ou pas, j'en sais rien. S'abonner. Voilà. S'abonner. Vous vous abonnez et puis voilà, vous pouvez suivre et retweeter. Voilà, retweeter, partager, commenter. Bon, voilà. Après, je pense que Twitter va nous verser un bon chèque là. Pour Il y a intérêt. Il y a intérêt là, j'y compte bien en tout cas. Alors, donc n'hésitez pas à aller répondre à la question. Donc bien sûr par rapport à Edoui Plenel, on fera un point régulier. 83% donc partagent la vidéo d'Edoui Plenel sur Facebook contre 56% sur Twitter. Donc n'hésitez pas à faire changer un peu la balance ou à l'augmenter, la diminuer. Enfin, c'est vous qui êtes les rois puisque c'est votre avis qui est sollicité au travers de cette question du jour. Bon. On va entamer, si vous le voulez bien, notre premier sujet sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum, avec la course aux expulsions qui s'est accélérée avant le changement législatif du 1er novembre, avec des arrêtés municipaux à foison, notamment près de 24 personnes ont été forcées à quitter un bidonville avec le giron de la veille de la trêve, 90 personnes du côté de Liman-Brévannes. C'est où Liman-Brévannes d'ailleurs? C'est dans le 77, je crois. Ouais, bon. Enfin, c'est pas très loin du Non, Val-de-Marne. Val-de-Marne, Ouais, 94. Ah bon, le 30 octobre, ça s'est passé du côté de Liman-Brévannes. En Loire-Atlantique, une centaine de personnes aussi, ainsi qu'à Marseille. Un collectif qui recense régulièrement les expulsions de Rome. On a ainsi répertorié 24 au mois d'octobre. Sans compter les expulsions évidemment de migrants. Il y a un an, pour faire un titre de comparatif, il y a un an à la même période, seuls 4 camps avaient été démantelés. La trêve hivernale a donc débuté le 1er novembre et pour la première fois en France, ça c'est quand même une sacrée nouveauté, elle s'étend et s'applique maintenant aux personnes vivant dans les bidonvilles et dans les abris de fortune, mais les expulsions se multiplient ces derniers jours, a priori dans les camps de Rome tout particulièrement. Chaque année, la trêve hivernale donc permet d'empêcher les expulsions de locataires entre le 1er novembre et le 31 mars. Pour la première fois donc, ce moment de répit ne s'applique plus, comme je disais tout à l'heure, aux personnes vivant dans des locaux d'habitation, mais aussi de façon plus large. Ainsi donc, les bidonvilles et les abris de fortune donc sont protégés aussi durant cette période hivernale. C'est une mesure de la loi égalité et citoyenneté adoptée le 27 janvier 2017 et soutenue d'ailleurs par des associations telles que Médecins du Monde, Amnesty, etc. et autres ONG en tout cas intervenant régulièrement dans les camps. La trêve aura été respectée en fait 48 heures puisque plusieurs expulsions ont eu lieu. Donc se sont produits alors même que la loi sur la trêve hivernale devrait s'appliquer, puisque vendredi 3 novembre, on nous rapporte qu'une quinzaine de Roms vivant dans un camp à Lille ont été expulsés. Le même jour, à Argenteuil, dans le 95, une cinquantaine de personnes ont également été délogées de leur camp. Leur trêve aura été finalement respectée que 48 heures. Alors, que peut-on faire concrètement pour empêcher, alors qu'une loi est passée, je veux dire, si on continue d'expulser alors que la trêve hivernale est entrée en vigueur, comment l'expliquer, Anan ? Bah là, ce qui se passe dans ce cas précis, c'est que les municipalités, malgré la loi dont tu parles, la loi égalité, donc égale peut-être pas pour tout le monde et certainement pas pour les Roms, c'est que ils ont la possibilité en fait de contourner cette loi par des dérogations. Ouais. Donc là, c'est ce qui se passe en fait, c'est que la municipalité en fait, elle peut prendre un arrêté de péril quand on a un bâtiment qui présente des risques pour la sécurité des personnes, très bien. ou quand
On peut procéder aussi à des expulsions quand les occupants sont entrés par effraction, donc portail cassé, pour entrer sur un terrain par exemple. Donc ce qui fait que là effectivement, d'un point de vue de la loi, eux ils sont en raccord avec la loi. Après d'un point de vue humain, la trêve hivernale normalement elle devrait s'appliquer pour tout le monde. Donc où est-ce que vont aller ces centaines de personnes? En réalité ils vont juste se déplacer ou revenir peu de temps après, non? Voilà, revenir peu de temps après, et puis ça met dans la difficulté des enfants en fait, et des parents, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a énormément d'enfants qui sont déjà dans une situation précaire. On va pas dire qu'ils l'ont choisi, mais en tout cas c'est le mode de vie qui aujourd'hui s'est imposé à eux. Mais on continue à les mettre dans la précarité, et je sais pas après est-ce que c'est une cause qui va vraiment retenir l'intérêt de l'opinion nationale, sachant que non, parce que les Roms, il y a énormément de discrimination, sur les Roms, c'est pas... Voilà, pour nous les Roms, ils sont là. Et nous les premiers, quand je dis nous, c'est également dans cette communauté, je peux entendre des choses affreuses sur les Roms. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà, il faut le dire. Il y a du racisme, ils sont pleinement discriminés. Ouais. Redouane, le fait que les Roms ont pas une bonne presse ou pas une bonne, je veux dire un bon retour vis-à-vis de la population, est-ce que ces expulsions finalement vont passer inaperçues finalement, parce que ça concerne les Roms, donc tout le monde s'en fiche quelque part. Tout le monde s'en fout des Roms, et ce sont des indésirables. Mais ce sont des indésirables dans toute l'Europe, et c'est un problème de l'Union européenne qui ne sait pas quoi faire d'eux. Ouais. Et on peut parler de paradoxe des indésirables pour les réfugiés en France comme pour les Roms, c'est-à-dire que ce sont des populations dans lesquelles nous avons obligation d'assistance et d'aide, et dans le même temps, l'État est obligé de satisfaire une opinion publique, voire des riverains qui sont excédés, et parfois on peut comprendre les riverains parce qu'il peut y avoir tout un tas de nuisances liées à l'installation d'un squat à côté de chez eux. Et donc pour satisfaire ces opinions publiques et ces riverains, l'État prend des mesures parfois violentes, avec une répression policière, mais derrière il n'y a pas de mesures prises. Et aujourd'hui la situation avec les Roms, c'est l'échec de 20 ans de politique d'accueil et d'acceptation de cette communauté, parce que au début on s'est dit, à l'époque de Nicolas Sarkozy, on est tranquille, on les renvoie en Roumanie et en Bulgarie, d'où ils sont pour la plupart originaires. Aujourd'hui la Roumanie et la Bulgarie sont dans l'Union européenne, donc on n'a plus le droit de les expulser. Et donc ils sont là sur le territoire français, et on ne sait pas quoi en faire. Et dans le même temps, on ne veut pas utiliser de l'argent pour les accueillir et les insérer dans la société, parce que cet argent va créer un scandale dans l'opinion publique. Après, voilà, ce qu'il faut pas, ce qui est scandaleux, c'est qu'en réalité, il y a des enfants qui sont pas scolarisés. Donc, l'opinion publique part du principe que c'est les parents qui veulent pas scolariser les enfants, parce que les parents, pour certains, les poussent à faire de la mendicité. Mais aujourd'hui, ce qui doit être vraiment mis en place, c'est que ils sont là depuis des dizaines d'années, voire des siècles. C'est qu'aujourd'hui, ces enfants qui sont sur notre territoire et qui ont un papier de circulation, je pense, ils sont européens de toute façon. Il faut que la loi oblige les parents à scolariser ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a non-assistance à personne en danger et à des mineurs. Voilà, et l'État devrait être condamné, exactement, Redouane. Alors c'est vrai que il y a ce comportement. Moi, je m'amuse, j'aime beaucoup aller, par exemple, je prends le train tous les jours, comme beaucoup. Et quand il y a des Roms qui rentrent dans le train, le regard des gens change. Bien sûr. Ils deviennent tout de suite méfiants. On voit des gestes, tu sais, genre la dame qui met tout de suite son bras sur son sac, son sac à main. Le comportement aussi de ceux qui font la manche, les Roms qui font la manche, lorsqu'ils frappent sur le carreau, tu sais, pour demander une pièce, c'est les gens les insultent quasiment, quoi. Non, ils ont très mauvaise presse après. Et si je pouvais juste ajouter, pour les Franciliens qui nous écoutent, demain entre la porte des Poissonniers et porte de Clignancourt, donc un camp de Roms va être démantelé, une centaine de personnes sont concernées, alors qu'on est en pleine trêve hivernale. Et c'est quoi la raison invoquée là pour le coup? C'est le parquet administratif qui a statué en exigeant l'expulsion, et c'est suite à la demande de l'État. Donc ils sont au courant quand même qu'il y a une loi qui a été votée qui empêche justement on est en pleine trêve hivernale, et la particularité depuis cette année justement, c'est que les bidonvilles et les abris de fortune sont aussi concernés par cette trêve hivernale. Donc une contradiction de plus. Une contradiction de plus, parce que si eux sont censés faire respecter les lois, font les lois, et qu'eux-mêmes ne les respectent pas, il y a quand même un problème. Oui, totalement. Voilà, donc encore une fois, on
pointe du doigt un vrai problème, une vraie contradiction. Donc demain systémique. A priori, donc demain, l'annonce a été faite, donc pour le démantèlement, pardon, de ce camp. Oui, entre Porte des Poissonniers et Porte de Clignancourt, c'est sur l'ancienne voie ferrée, donc dans la petite couronne. Et c'est un endroit qui est assez connu. En fait, c'est un endroit où il y a peu de riverains, donc qui n'a jamais posé de problème, et donc où des camps de fortune et des bidonvilles s'installaient régulièrement. Ouais. Et là, vraiment, on ne comprend pas pourquoi ce camp-là va être démantelé, sachant que c'est un espace de stabilité et que ces familles-là, en étant jetées en pleine trêve hivernale, vont devoir trouver d'autres lieux dans la petite couronne francilienne pour se réinstaller, en fait, parce que c'est ça qui va se passer. Ouais. Ouais, effectivement, ça pose. C'est un vrai scandale. Et on peut rappeler aussi, c'est 20 000 personnes en France aujourd'hui qui vivent dans des bidonvilles ou dans des camps de fortune. Un chiffre qui est en constante augmentation. Hein. C'est que des Roms ou c'est Non, pas que des Roms. Non. Il y a des Roms, des Soudanais, il y a des réfugiés, il y a beaucoup de gens effectivement. Je crois d'ailleurs Porte de la Chapelle, c'est beaucoup de Soudanais, hein, si je dis pas de bêtises. Porte de la Chapelle, des Soudanais, des Érythréens, des Afghans. Là, on a tous les réfugiés des différentes guerres civiles qu'on a en Afrique, notamment au Moyen-Orient. Donc Soudanais, Érythréens, Afghans. Alors c'est vrai que ça peut quand même poser des questions. Aussi, on le voit de plus en plus de jeunes maghrébins. Ouais. Voilà, de plus en plus aussi qui soit sont montés directement des pays du Maghreb, soit étaient en beaucoup Espagne. De Tunisiens, je crois. Moi j'ai vu des Tunisiens, Marocains, Algériens. Il y a de plus en plus. J'ai vu des Marocains en faisant les maraudes. De Maghrébins, qui remontent d'Espagne aussi, Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un réel problème parce que quand on voit ce type d'image, par exemple, quand on arrive Porte de la Chapelle, principalement beaucoup de gens qui viennent de l'aéroport de Roissy, des touristes, etc., voient ça. Franchement, c'est indigne de la part de la France, quoi. C'est totalement indigne. Les lieux sont sales. Il y a des files d'attente. On les voit dormir. À la sortie du périphérique. Alors c'est vrai qu'on peut se poser aussi une question qui peut être une question qu'on peut se poser nous-mêmes. C'est vrai qu'on est beaucoup à vouloir aider et à juste titre des populations qui vivent la misère à travers le monde. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. En bas de chez soi, il y a la misère, elle est là. Oui. Hein. Et là, on est un peu moins, on a un peu moins de cœur, je trouve. En fait, alors peut-être que le cœur s'est endurci, voilà. Peut-être qu'on s'est habitué à certaines images, à voir de la mendicité. Parce que la société, dans sa généralité, souffre aujourd'hui de difficultés économiques, difficultés sociales, parce qu'on s'est toujours pas remis de la crise et on est un pays aujourd'hui qui a beaucoup de pauvreté dans toute sa généralité. Ouais. Bon, en tout cas, votre avis nous intéresse. Vous pourrez nous le donner, bien sûr, maintenant ou tout à l'heure, comme vous voulez, 01 40 33 9000. Mais après, les Français aident, il faut quand même le dire. Oui, c'est vrai. Les Français, sont vraiment actifs sur le terrain de l'humanitaire. Et heureusement, parce que comparé aux autres pays européens, puis ils prennent la place de l'État dans beaucoup de choses. Dans le terrain humanitaire, en toute sincérité. Les Français sont généreux. Sont généreux, donnent de leur temps, donnent de leur argent, et compensent l'absence d'État. Et compense l'absence d'État, exactement. Bon, en tout cas, quelle serait la mesure concrète, tiens Redouane, je te pose la question, la mesure concrète que pourrait prendre le gouvernement pour peut-être, alors le mot est peut-être pas utilisé à bon escient, mais éradiquer toute cette misère sur notre sol? Aujourd'hui, notre gouvernement, il met du gaz lacrymogène dans les bidons d'eau des réfugiés à Calais. Donc on a un gouvernement criminel et aujourd'hui je vois même pas ce qu'on peut attendre d'eux sur la question des Roms. J'ai pas vraiment de réponse à donner. Des Roms et des réfugiés en général et de toutes ces populations considérées comme indésirables. Après, pour l'éradication, évidemment, on a une crise systémique, on a le problème d'afflux internationaux, il y a des conflits sur lesquels on ne peut pas intervenir directement, mais l'éradication de la pauvreté, elle commence... Et sur lesquels on est acteur quand même, rappelons-le. Hein. Ah bah oui, complètement. Même sur le Soudan, on est quand même les pieds dedans, même si on n'en parle jamais. Le mieux, c'est une réinsertion qui se fasse sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a des villages qui dépérissent, qui sont en absence de jeunesse, qui sont en absence d'actifs et qui ont besoin de jeunes populations pour faire revivre les villages. Et il y a des villages justement qui sont demandeurs et qui ont mis en place des programmes pour ça. Ouais. Il y a une des actions qu'on avait, j'en avais parlé autour de moi lors de la campagne des législatives.
c'est qu'on a énormément de réfugiés et puis même d'autres personnes qui pourraient être actives sur le terrain de l'agriculture parce qu'il y a un besoin en main-d'œuvre qui est juste énorme. On manque de bergers. Voilà, on manque de bergers. On essaye de mettre en place des moyens pour que l'agriculture bio se développe. Aujourd'hui, les personnes qui pourraient faire émerger ce marché sont là. Donc c'est aussi à nous de faire appel à elles. Et puis en plus ils sont formés pour la plupart. Exact. Ils sont et les formés. réfugiés en CADA n'ont pas le droit de travailler. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, voilà toutes ces incohérences que l'on pointe du doigt ici dans cette émission, parce que voilà, c'est une réelle problématique qu'il fallait soulever. Et donc vous voyez que un gouvernement donc fait une loi. Bon, alors c'est vrai que c'était sous l'ancien gouvernement, parce que cette loi a été adoptée en janvier 2017. Mais que ce même gouvernement, enfin la France, l'État français ne respecte pas ses propres lois. La trêve hivernale est entrée donc en vigueur depuis le 1er novembre et pourtant on continue les expulsions. Le 3 novembre dernier, comme je disais, à Lille et Argenteuil, et comme nous le signifiait Redouane, demain entre la porte de la Chapelle et la porte poissonnière, un nouveau camp. Porte des Poissonniers et porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, pardon. C'est dans le même secteur, en tout cas. Oui. Un camp va être de nouveau démantelé, Thomas, alors qu'on est en pleine trêve hivernale et que la particularité de cette année, je le rappelle, ce n'est plus que les personnes qui habitent dans des habitations, appartements, etc., qui sont concernées par cette trêve hivernale, mais ceux qui vivent dans les bidonvilles et des abris de fortune. Donc, évidemment en plein dedans. Voilà, on va suivre ça de près, messieurs dames, si vous le voulez bien. La question du jour, je vous la rappelle, sur Twitter et Facebook pour voter. France Maghreb 2 Facebook, sur LGF officiel sur Twitter. Edoui Plenel qui réagit à la une de Charlie Hebdo sur le président de Mediapart. Et lui, il considère que c'est une guerre contre les musulmans menée par une gauche. Comment c'est le terme déjà ? Je sais plus. Une gauche. Égarée. Voilà. Ouais, voilà, Il y en a une qui suit. Voilà, c'est ça. Merci Anan. Eh bien, vous votez donc sur Facebook, Twitter. On vous donnera la nouvelle tendance dans un instant. Facebook France Maghreb 2 pour voter. Twitter LGF officiel. Le zapping à suivre, et avant le zapping, il y aura l'avis tranché de Monsieur Redouane Moumine qui va nous parler de Berlin. Ça tombe bien, c'est l'anniversaire de la destruction. Moi, je me rappelle. Franchement, je me rappelle de ce jour-là. Je me rappelle très très bien, oui. C'était donc le 9 novembre 1989. Tu t'en rappelles, t'étais trop jeune, toi. Je suis né 5 jours plus tard. Ah ouais. Effectivement. Moi, j'avais quel âge ? J'avais 12 ans et pourtant je m'en rappelle. Ouais, moi parce que j'avais 13 ans. c'était vraiment un truc de ouf, quoi. Je suis ton aîné, Christophe. C'est vrai ? De combien de temps ? Je sais pas, j'avais 13 ans, moi. Enfin, c'était en Non, arrête tes bêtises. Oui, bien sûr. Ah oui, bon, on est de la même âge. Oui, mais je crois que je suis ton aîné. Oui. Ok, moi je suis cadet. Respect, madame. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Le grand forum avec Anan Zawani et Redouane Moumine qui sont avec nous aujourd'hui jusque 18h pour nous accompagner bien sûr et parler actu avec vous au 01 40 33 9000 pour nous appeler. On va faire un petit point sur je vais envoyer Anan au charbon là sur Facebook et Twitter. Alors qu'est-ce que ça donne par rapport à la question que l'on vous pose aujourd'hui, Edoui Plenel, par rapport à la une de Charlie Hebdo, donc sur le patron de Mediapart. Il considère que c'est une guerre menée contre les musulmans qui est menée par une gauche égarée. Est-ce que vous partagez son avis à Edoui Plenel? Vous allez répondre donc sur Twitter LGF officiel et sur Facebook France Maghreb 2. Alors qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, Anan? Alors sur Twitter, donc pour la question pour Edoui Plenel, la une de Charlie Hebdo sur Mediapart est une guerre aux musulmans menée par une gauche égarée. Donc 56% de oui et 44% de non, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé sur Twitter. Est-ce que sur Facebook ça a bougé un petit peu? Alors, nous étions tout à l'heure à 83% de oui, d'accord avec Edoui Plenel, contre 17% de non sur Facebook. Donc on va voir si ça a bougé. En tout cas, vous pouvez et on vous invite à aller voter, participer bien sûr à cette question du jour, question LGF, question du grand forum. Donc voilà, pour faire simple, LGF, hashtag LGF, bien sûr, pour vous exprimer aussi sur Twitter LGF officiel et sur Facebook aussi avec votre hashtag LGF, parce que c'est vrai qu'on oublie beaucoup que sur Facebook les hashtags on peut les utiliser aussi, c'est très important. Oui. Voilà, pour identifier, etc. Alors, je te dis ça tout de suite. Oui. Le temps de vous rappeler aussi qu'à 17h30 on va évoquer une affaire qu'on avait d'ailleurs évoquée il y a 7 ans maintenant. C'est l'affaire de Wissam qui avait été tabassé par la police le soir du 31 décembre 2011 et ils ne sont pas restés justement en silence puisqu'ils ont créé un comité
et ils entendent mener des actions à l'échelle européenne. Et on fera le point donc avec différentes manifestations organisées par ce comité de soutien à Wissam, donc réclamant la justice pour Wissam. Donc du côté de Clermont-Ferrand, on sera avec Mounir, référent de Clermont-Ferrand, tout à l'heure à 17h30. Donc 85% de oui et 15% de non. Ah, ça a monté. Voilà, 85% de oui pour Facebook. Donc d'accord avec Edoui Plenel. Vous continuez de voter bien sûr. LGF officiel sur Twitter, France Maghreb 2, c'est ce que vous tapez sur Facebook pour aller voter, bien sûr, participer parce que votre avis nous intéresse et compte surtout. Alors, on va passer maintenant à un avis tranché. Le premier avis tranché, signé Redouane Moumine sur France Maghreb 2. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Redouane, en ce 9 novembre, va nous parler bien de ce mur de Berlin. Alors en fait, ce qui était intéressant par rapport à la chute du mur de Berlin, lorsque l'événement s'est produit, ça a été donc un vent d'espoir en Allemagne, un vent d'espoir qui était celui donc de la réunification entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et surtout un vent d'espoir pour la jeunesse donc berlinoise de l'Est, qui souhaitait donc lutter contre l'oppression politique dont elle souffrait, la violence policière, les pénuries alimentaires et surtout la corruption généralisée qui les empêchait donc d'accéder à des emplois et à la liberté d'entreprendre. Mais derrière donc la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, qui a été donc un moment fondateur pour l'économie, mais également la société allemande, j'ai voulu me poser la question de la situation des femmes en Allemagne de l'Est pour savoir si leurs conditions avaient pu évoluer sensiblement, s'il y avait eu des améliorations, des détériorations. Et donc là-dessus, j'ai voulu me pencher sur les travaux de Sabine Kergel, qui est donc sociologue à l'Université libre de Berlin. Et pour elle, finalement, la situation n'est pas très bonne. Alors il faut revenir en arrière et donc s'intéresser au système du régime communiste. Et ce système était en fait très protecteur à l'égard des Allemandes de l'Est, pardon. Il faut savoir que 90% donc de ces femmes avaient accès à un travail et surtout qu'elles étaient à rémunération égale par rapport aux hommes. Donc qui était en fait une grande innovation à l'époque en Europe. Et ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas en France aujourd'hui. Il y avait une politique de soutien à la natalité qui était très forte, des congés avantageux, des accompagnements pour permettre aux femmes de conserver leur emploi. Et malheureusement, après la réunification en fait, c'est faite sur le système qui existait dans le régime de Bonn, et donc c'est le système institutionnel libéral qui a pris le pas, et donc le système social du régime communiste a disparu. Et avec la disparition de ce régime communiste, la situation s'est dégradée pour ces Allemandes de l'Est, d'abord parce que le chômage a explosé pour elles. Aujourd'hui, une femme sur 3, alors ce sont les chiffres de 2010, une femme sur 3 en Allemagne de l'Est est au chômage. Les salaires sont devenus inégaux. Aujourd'hui, on est à 30% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et surtout, la natalité a chuté. Elle a chuté pour plusieurs raisons. D'abord parce que les aides pour les familles ont disparu, et surtout c'était la fin de la gratuité de la crèche en Allemagne de l'Est, qui a ravisé beaucoup de familles. Et ces femmes de l'Est, aujourd'hui, elles témoignent. Elles ont témoigné auprès de Sabine Kergel qui travaillait auprès d'elles. Elles ont manifesté leur déception et leur frustration vis-à-vis du système politique actuel et des mesures sociales qui ont été prises ces 20 dernières années en Allemagne. Elles se sentent oubliées en fait du gouvernement actuel, donc le gouvernement de Merkel qui vient d'être réélu pour la 4e fois, et on parle en fait en Allemagne de l'Est pour ces femmes d'ostalgie. Ostalgie, donc, c'est la nostalgie de la période communiste. Et aujourd'hui, que se passe-t-il pour ces femmes d'Allemagne de l'Est ? Eh bien, elles sont récupérées. On tente de récupérer cette frustration à l'extrême droite en promouvant une défense de la famille et une défense des femmes dans le parti AfD. Alors pour les auditeurs, le parti AfD, c'est le jeune parti d'extrême droite en Allemagne qui vient de faire une percée spectaculaire aux dernières élections législatives. Et donc, ils ont voulu miser sur la dégradation de la situation des femmes en Allemagne de l'Est, qui leur a permis donc de gagner des voix, et elles ont réussi donc à faire élire des femmes dans ce parti d'extrême droite. Donc chute du mur, vent d'espoir, mais ce vent d'espoir a créé également beaucoup de déceptions. Merci pour ce plan très historique et très intéressant sur les conditions des femmes
en Allemagne, hein, depuis donc cette chute du mur de Berlin qui était censée quand même apporter une certaine liberté et rapporter aussi une certaine égalité. On voit qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Exactement. Voilà. Donc vous pouvez réagir évidemment tout à l'heure avec nos amis au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2 dans le cadre de Libertad. Allez, on va passer maintenant au zapping avant de retrouver la vie tranchée d'Anan Zawani dans un instant qui va nous parler de la France d'après. Oui, après Exactement. le 13 novembre 2015, les attentats terribles qu'ont connu la France, bien sûr, vous vous en rappelez. Dans le zapping, le président Macron hier participait à l'inauguration du nouveau musée du Louvre à Abu Dhabi. Et il a eu ce message pour les musulmans, un message d'ailleurs, une vidéo que vous pouvez voir sur notre page Facebook France Maghreb 2. Écoutez ce qu'il a dit hier Emmanuel Macron. Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. C'est ce message envoyé et ce courage que vous avez voulu. Celui de remettre votre religion dans ce qu'il a toujours fait et que vous venez de rappeler avec beaucoup de courage. Ce message d'un syncrétisme profond. On ne peut pas aimer la religion qui est la vôtre ici si on ne rappelle pas que dans cette région, tous les grands monothéismes sont nés et que l'islam est né de ce palimpseste de culture et de civilisation qui font que de manière indétricotable, irréductible, nos religions sont liées, nos civilisations sont liées, et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. Voilà, message d'Emmanuel Macron hier lors de l'inauguration du nouveau musée du Louvre à Abu Dhabi. Est-ce que l'un de vous deux a envie de réagir ? Toujours beaucoup de lyrisme. Ils sont bien écrits. Ces discours sont oui, très très bien écrits. Quand je dis lyrisme, j'ai envie de dire pipotage, quoi. Vulgairement dit. Moi, je trouve que ça suffit. Il va là-bas, il s'exprime sur l'islam, que c'est une religion. Voilà, qu'elle a vocation à être un point d'ancrage des civilisations européennes, asiatiques, et que c'est grâce au musée du Louvre à Abu Dhabi que ça va se passer. Il faut juste arrêter. Aujourd'hui, il y a des vraies problématiques ici en France. Les musulmans sont discriminés. Qu'il ait le même discours et les mêmes actions ici en France, et notamment au sein des banlieues françaises. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Anan. Redouane, est-ce que Emmanuel Macron parle de manière différente lorsqu'il est à l'étranger ? Ah bah oui, complètement. Complètement, parce qu'il est dans un exercice de séduction dont il a fait preuve durant la campagne présidentielle, et aujourd'hui il n'a plus besoin de cette épreuve de séduction en France parce que il tente d'appliquer un programme qui, alors certaines mesures sont considérées comme très impopulaires, mais il poursuit son agenda. Il n'est plus dans cet exercice de séduction, tandis que à l'international, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques qui pour le coup dépassent le français moyen, et là donc cet exercice de séduction est toujours obligatoire. Alors, il ne reste plus que des cailloux, du désert et quelques villages, c'est à peu près tout, ce qu'il reste des territoires contrôlés par le groupe terroriste appelé communément, je fais attention à ce que je dis parce que j'ai été repris hier par les auditeurs, Daesh donc, autour de la frontière entre la Syrie et l'Irak. La dernière ville aux mains des terroristes en Syrie est en passe de tomber. L'armée syrienne hier soir est entrée dans Boukamal, à la frontière donc irako-syrienne, après Mossoul, Raqqa et Deir ez-Zor ces dernières semaines. Une bataille donc est sur le point d'être gagnée, mais pas encore la guerre contre le terrorisme. Déclaration d'Emmanuel Macron toujours ce matin sur la base militaire française d'Abu Dhabi. Écoutez ce qu'il a dit. Nous avons gagné à Raqqa, et les prochaines semaines et les prochains mois, je le crois profondément, nous permettront de gagner complètement sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne. Mais il n'en sera pas terminé pour autant de ce combat. La stabilisation dans la durée, la lutte contre tous les groupements terroristes résiduels seront d'indispensables compléments à la solution politique, inclusive, plurielle, que nous voulons voir émerger dans la région. Mais surtout, dans plusieurs endroits, de la Corne de l'Afrique, au Golfe,
en passant par l'Asie du Sud-Est et la bande sahélo-saharienne, nombreux sont encore les lieux où ce combat restera pour les années qui viennent. Un combat aussi militaire. Alors ça c'est Emmanuel Macron donc ce matin. Redouane, je sais que la Syrie c'est un conflit qui t'intéresse particulièrement. Voilà, quand Emmanuel Macron dit une bataille en fait a été gagnée mais encore pas la guerre. Moi ce qui m'irrite surtout c'est quand il dit nous avons gagné à Raqqa, parce que la France n'a même pas envoyé une boîte de pansement aux combattants kurdes et arabes qui ont délogé l'État islamique de Raqqa. Donc on s'approprie une victoire qui n'est pas nôtre parce que nous avons été timorés et nous n'avons pas osé nous engager davantage dans la lutte contre Daesh. Donc ça c'est un peu mon coup de gueule entre guillemets. Et la deuxième chose, je ne sais pas exactement ce qu'on t'a dit hier, mais tu as le droit, et je m'en porte garant, tu as le droit de parler d'État islamique. Parce que Daesh, c'est une expression politisée et péjoratif pour parler donc des combattants de l'État islamique, et quand on veut en parler de manière objective, voire universitaire, on doit dire Daout el-Islami, c'est-à-dire l'État islamique. Ouais, alors on m'a reproché, une auditrice je crois m'a reproché de dire appeler État islamique parce que pour elle c'est pas un État, ce sont que des individus qui sont ni plus ni moins que des terroristes, et que de leur donner si tu veux cette échelle d'importance en le considérant comme un État, c'était peut-être pas la bonne formule à adopter. Mais c'est comme si tu disais le Front populaire pour la libération de Palestine, on n'a pas le droit de l'appeler populaire parce qu'il est pas populaire. Non, c'est leur nom. C'est leur nom, donc on doit les appeler comme ça. Et eux s'appellent Daout el-Islami, fi Irak wal Sham. Donc c'est l'État islamique. Et Daesh, c'est une expression politisée qui a été inventée en 2014 pour désigner de manière péjorative en fait ce qu'on appellerait des terroristes. Alors c'est vrai qu'on a dans la sémantique, en tout cas en France, dans le langage, j'allais dire courant journalistique et politique, on a glissé très rapidement de l'État islamique à Daesh, qui a été repris par beaucoup d'ailleurs à l'époque. Exactement, oui, par les hommes politiques. Ouais, et c'est d'ailleurs amusant puisque à l'époque j'ai oublié le nom de notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, oui. Qui disait durant les interviews le groupe Daesh. C'était assez amusant, et ça montrait l'indigence de nos politiques face à la compréhension des enjeux qui se produisaient au Moyen-Orient. Ce fameux ministre qui avait dit que un groupe terroriste faisait du bon boulot. Exactement, c'est le même. Voilà, Laurent Fabius, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Voilà. Comme quoi, il s'est assuré un petit salaire bien sympathique. Un parachute doré. Voilà, parachute doré. Tiens, en France, pour finir ce zapping, Anticorps, l'association de lutte contre la corruption, ne relâche pas la pression sur Richard Ferrand. Anticorps annonce en fait le dépôt d'une plainte pour prise illégale d'intérêt contre l'éphémère ministre Richard Ferrand. Son avenir politique semblait s'être éclairci le mois dernier, puisque vous vous rappelez que le parquet avait classé sans suite l'enquête sur les mutuelles de Bretagne. Eh bien voilà, selon Jérôme Carsanti, l'avocat d'Anticorps, il y a bien eu prise illégale d'intérêt. Écoutez l'avocat donc d'Anticorps. Anticorps estime que le classement sans suite du procureur de la République est pour nous infondé. L'enquête préliminaire, au contraire, démontre à l'évidence que l'infraction a été commise par Monsieur Ferrand principalement, qui est l'auteur à la fois en qualité de directeur général des mutuelles de Bretagne, puisqu'il agit pour le compte des mutuelles de Bretagne pour la recherche de locaux, et de l'autre côté il est mandaté par sa compagne pour acquérir un bien. Et on voit bien comment il y a un lien permanent entre ses fonctions et son rôle de compagnon de Madame Doussin, pour trouver un système le plus pertinent économiquement pour sa compagne, et finalement qui ne sera pas du tout douloureux pour elle, puisqu'elle aura son crédit qui sera financé par l'allocation du bien immobilier. D'autre part, des travaux d'aménagement auront été financés également par les mutuelles de Bretagne. Et ce mélange des genres, il démontre une infraction. Le classement sans suite est un classement pour nous inopportun. Voilà pour ce qui est de l'avocat, donc Jérôme Carsanti, l'avocat d'Anticorps, qui relance et risque d'assombrir l'avenir politique de Richard Ferrand. Redouane.
J'oserais pas trop m'engager sur les tenants et les aboutissants de l'histoire parce que je ne les maîtrise pas du tout. La seule chose que je constate comme d'habitude, c'est que notre justice est beaucoup affaiblie depuis les réformes de Nicolas Sarkozy comme celle de François Hollande, et que aujourd'hui les moyens de pression sur les parquets et sur les procureurs de la part de l'exécutif sont beaucoup plus importants. Paul Bismuth, spécial dédicace. Exactement. Anan, on a envie de rajouter un commentaire? Oui, toujours cette hypocrisie d'un gouvernement qui promettait des parlementaires exemplaires. Écoutez, on voit que depuis le début du mandat présidentiel, les parlementaires, et en tout cas ceux qui représentent le gouvernement Macron, sont loin d'être exemplaires. Il faudra peut-être d'autres lois de moralisation. Ouais. Voilà, d'autres lois de moralisation. On est super à l'heure, et ça fait plaisir, messieurs, dames. Il est 17h15. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. L'heure où est prévue la vie tranchée d'Anan Zamani. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Anan Zamani qui va nous parler aujourd'hui de la France d'après. Exactement. Donc le vendredi 13 novembre 2015, la France subit l'attaque terroriste la plus meurtrière qu'elle ait jamais connue. Vers 21h20, le premier commando entre en action près du Stade de France où se joue le match amical de football France-Allemagne. Le personnel de sécurité leur refusant de pénétrer dans l'enceinte du stade, 3 terroristes se font exploser dans ce qui sont les tout premiers attentats suicides en France. À 21h25, le second groupe de 3 terroristes intervient dans plusieurs rues des 10e et 11e arrondissements et mitraille des terrasses de cafés et de restaurants. Deux d'entre eux prennent la fuite, le troisième se fait exploser. À 21h40, le troisième groupe arrive au théâtre du Bataclan, dans le 11e arrondissement, abat des personnes à l'extérieur du bâtiment, y pénètre et commence à y tirer sur les spectateurs par rafale en criant à tue-tête « Allahu Akbar ». Le bilan officiel des victimes fait état de 130 morts, de 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. La gravité de la situation est telle que le gouvernement décrète l'état d'urgence sur tout le territoire national, une première en France depuis la guerre d'Algérie. La liste des mesures votées depuis 2012 pour lutter contre le terrorisme était déjà impressionnante. Celle prise depuis le 13 novembre 2015 en matière de justice et sécurité donne le vertige. À quelques jours de la commémoration des attentats suicides du 13 novembre, tout a changé et rien n'a changé. Les attentats se sont succédés ici et dans le monde. Les tensions intercommunautaires se sont crispées, voire cristallisées ici et dans le monde. La France d'après, celle que toi tu représentes, celle que moi je représente, vit au rythme des restrictions nécessaires et justifiées pour les uns, insupportables pour les autres. Certains sont les ambassadeurs de l'apaisement et d'autres de la colère. Alors, si une pensée négative, une restriction supplémentaire peuvent apparaître comme de simples gouttes d'eau sans importance, il convient de ne surtout pas négliger toutes les gouttes d'eau de tous les jardins qui, une fois rassemblés, voudraient former des gros nuages noirs au-dessus de notre France d'après. Il est plus facile de détruire que de détruire. Dans notre France d'après, existent les individus du courage, ceux de la construction, ceux qui étaient là avant et sont là encore après. La France d'après, sur une initiative de la Fédération Alma, leur donne la parole. Donc je donne la parole à Enver qui va nous parler donc de cette initiative, la France d'après. Bonsoir à tous, salam. Bonsoir Enver. Merci de permettre justement cette fenêtre pour parler de cet événement et de cette campagne. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté aujourd'hui, mais bonjour Christophe, bonjour Redouane et bonjour Anan, merci beaucoup. La France d'après justement c'est une campagne qui se veut être fédératrice de tous les Français, quel que soit leur âge, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur religion. Parce que le truc, c'est qu'on a tous été touchés justement par les attentats du 13 novembre. On a tous été touchés et le problème, c'est que à un moment donné, des gens ont essayé de nous diviser. Mais c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Et aujourd'hui, il y a des associations, des gens qui s'engagent,
qui font des choses sur le terrain, qui continuent leur maraude, qui continuent à se battre pour essayer de faire de l'accompagnement scolaire, qui continuent à essayer de trouver des raisons d'aller aider les gens en Syrie, en Palestine, même un peu plus proche, ou même au Congo, etc. Voilà, les mots sont nombreux bien sûr, mais il y a des solutions. Et la première solution, je pense, et c'est que la fédération ALMA, qui est une fédération d'associations justement, qui essaye de revendiquer cette espèce de vivre ensemble, la solution, elle est de continuer à vivre ensemble et de continuer à être solidaires, continuer à se battre pour que demain soit meilleur, pour que les gens arrêtent de se tirer dessus. C'est presque une façon de parler, mais malheureusement, tristement, aujourd'hui, au lieu de s'unir, on est un peu en train de se disputer en famille. On se dispute en famille et le résultat risque de pas être très beau si on continue. Alors plutôt que d'aller sur du négatif, la France d'après, cette campagne que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la Fédération ALMA ou même sur la page France d'après, justement Facebook et même sur Twitter, il s'agit de n'importe qui prend son portable, son smartphone, une tablette et se filme et délivre son message d'espoir et le partage avec les autres. Et c'est essayer justement de montrer qu'on est toujours debout et que on continue nos actions, on continue à travers des associations, qu'elles soient à Saint-Ouen, à Toulouse, à Paris, n'importe où. Nous, on continue à faire les choses pour que justement la France d'après soit la France de l'espoir, parce que c'est l'avenir de nos gamins qui est en jeu en fait. Merci Enver, on aura l'occasion d'en reparler lundi, parce que je crois que tu viens nous voir dans l'émission lundi, mais on est pris par le temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci Enver. Beaucoup, Christophe, merci Arnaud, merci Redouane. Merci. Salut Enver, à bientôt. Allez, dans un instant, on va ouvrir le dossier Wissam. Ça s'est passé il y a 7 ans à Clermont-Ferrand. On sera avec Mounir, référent Clermont-Ferrand dans un instant. La question du jour, vous continuez d'y participer, on vous le rappelle, on fera un nouveau point dans un instant. Facebook, Twitter, Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel. Merci d'écouter France Maghreb 2, le grand forum, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h. Et nous allons, comme prévu, maintenant réouvrir un dossier que nous avions ouvert à l'époque en 2011, l'affaire de Wissam, qui a subi un contrôle plus que renforcé, qui a causé la mort, un contrôle de police du côté de Clermont-Ferrand durant la soirée du 31 décembre 2011. Et nous sommes avec Mounir, qui est référent du comité Justice et Vérité pour Wissam. Mounir, bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci d'être avec nous. On avait relayé donc cette information, je me rappelle à l'époque, donc au moment des faits, qui avait d'ailleurs créé quelques perturbations, et pas des moindres d'ailleurs du côté de Clermont-Ferrand, la famille de Wissam qui avait appelé au calme. Et vous avez, au travers de ce comité, décidé de ne pas en rester là, puisque 7 ans après, vous continuez de mener des actions. Est-ce que vous pourriez d'abord, en premier lieu, nous rappeler ce qui s'est passé, d'après les événements que vous avez, pour Wissam? D'accord. Alors merci tout d'abord et je tiens à dire mon émotion aujourd'hui ce soir à raconter tout ça à la radio. Alors ça fait pas 7 ans qu'on se bat, ça fait 6 ans aujourd'hui, 6 ans. Et l'année dernière c'était les 5 ans. C'était un chiffre rond, c'est très difficile pour nous. 5 ans que l'on ne parle de Wissam que comme une victime de violences policières. Alors là, vous me redemandez de vous représenter un peu les faits qui se sont passés. Je tiens quand même à appuyer sur ce fait-là, à savoir que depuis 6 ans, Wissam est une victime de violences policières et on oublie de présenter l'homme qu'il était avant tout, et c'est aussi pourquoi on se bat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 31 décembre 2011 ? C'était la fête, c'était la Saint-Sylvestre, et les jeunes faisaient la fête. Or, c'était aussi la fête du côté de la police, peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé une chasse à l'homme. Il y a eu un coup de téléphone qui a été donné du téléphone de Wissam, mais la famille ne reconnaît pas la voix de Wissam. Donc, on ne sait pas encore aujourd'hui qui est-ce qui a appelé la police. La police arrive avec un certain nombre de voitures, beaucoup plus qu'ils ne le diront par la suite, avec un certain nombre de policiers, beaucoup plus aussi qu'ils le diront par la suite. Donc dès le départ, il y a des mensonges et ensuite c'est juste de la barbarie. Wissam est frappé, battu, on a lâché les chiens. Certains témoins diront même qu'il y a eu un décompte, il y a eu un 5-4-3 de 1 et qu'on a mis de la musique de funk pour étouffer un peu les bruits et il a été battu à mort.
Il a été battu à mort avec par la suite des traces de strangulation et des traumatismes très importants. Qu'ont dit et que disent les derniers rapports d'autopsie? Alors, les derniers rapports d'autopsie veulent nous conduire à un problème cardiaque. Alors, au départ, on nous a parlé d'un pliage. On nous a parlé d'un pliage qui est une technique utilisée qui a été utilisée par le passé, souvent pour ramener les réfugiés quand ils étaient ramenés jusqu'à leur pays d'origine, et qui faisait des désastres, qui faisait vraiment des tragédies, qui tuaient beaucoup. Méthode interdite. Alors au début on a dit que c'était cette méthode-là. Et ensuite, par la suite, on a continué à aller sur des théories selon quoi Wissam aurait été drogué, alcoolisé et qu'il serait mort d'insuffisance cardiaque. Il a été demandé par la suite une contre-autopsie où il a été effectivement on a fait la preuve du fait que le taux qui a été trouvé au niveau de la toxicité ne peut en aucun cas amener à la mort de Wissam El Yamni. C'est-à-dire que il n'était même pas positif. Ça veut dire qu'il avait des traces, mais il n'était même pas à 1/10 de ce qu'il fallait pour être positif. Et Wissam était un sportif. Wissam a fait des marathons. Wissam a fait le marathon de Clermont-Ferrand. Donc la thèse cardiaque n'est pas du tout une thèse qui puisse tenir la route, sachant que le premier collège d'experts qui nous amène à penser ça, c'est dur ce que je vais dire parce que ça fait mal au cœur. Mais on a l'impression qu'on s'est foutu de nous. On s'est foutu de la famille. Parce que quand on ramène des experts, un expert en toxicologie, un expert en neurologie et un expert en cardiologie, et que l'expert en cardiologie est en fait un spécialiste en gériatrie, on peut se poser des questions. Donc heureusement que derrière, il y a eu tout un travail qui a été fait par la famille, qui a repris les analyses et qui les a retraitées avec d'autres experts, d'autres médecins, qui effectivement ont montré que le collège d'experts en question n'avait pas du tout fait son travail. Alors Mounir, on rappelle que à la suite de cette soirée où ils se sont acharnés visiblement sur Wissam, il a été transporté à l'hôpital où il mourra quelques jours plus tard. 9 jours plus tard. 9 jours plus tard, et nous on pense sincèrement, en tout cas c'est l'avis de beaucoup au sein du comité et des proches de la famille, que les 9 jours qu'il a passés en soins intensifs étaient avant tout des jours pour justement résorber les traces de les marques de cet acharnement. Et voilà, je ne peux pas passer sur toutes les preuves qui manquent au dossier. C'est un gros dossier où effectivement il y avait des photos à J+1 qu'on ne retrouve plus et qui ont été remplacées par des photos J+9. Quel est aujourd'hui le combat principal que vous menez au sein du comité, Mounir? La vérité et la justice. La vérité et la justice parce que, si vous voulez, la famille El Yamni et le comité qui le soutient, depuis le départ, ont toujours respecté les règles et ont toujours travaillé dans un esprit républicain et citoyen. On ne demande rien d'autre que ce qui est légitime à tout citoyen, même ayant fait un crime, si c'est le cas, à savoir la vérité et la justice. La vérité tout d'abord médicale, sur quelles sont les vraies raisons de la mort de Wissam El Yamni, et la justice si besoin. C'est-à-dire que on pense et je pense que tout le monde est capable de penser que personne ne doit être au-dessus de la justice, et surtout pas ceux qui sont censés la faire respecter, à savoir la police. Nous, en aucun cas, on ne porte de présomption de culpabilité. On demande juste que la justice puisse faire son travail. Et pour que la justice puisse faire son travail, il faut que des experts compétents puissent établir les réelles causes du décès de Wissam El Yamni. Votre combat, qui est tout à fait noble, a-t-il été entendu par les autorités françaises? Je suppose que les différents ministères auxquels vous avez dû faire face, que vous ont-ils répondu? Est-ce que l'on vous ignore ou est-ce qu'on fait semblant de s'intéresser à vous? C'est une réponse assez... la réponse que je donnais, c'est une question assez difficile, dans le sens où on a rencontré en mai 2012 quand même le candidat François Hollande.
qui était futur président de la République, avec Najat Belkacem, qui a pris la maman de Wissam El Yamni dans les bras. Donc cette question de savoir est-ce qu'on vous a pris en compte, j'ai envie de vous dire c'est un jeu d'apparence, c'est un jeu de vitrine en fait. Et sur le fond, on peut se poser la question de savoir est-ce que la justice a les mains liées ou pas pour vraiment établir la vérité. Donc d'un point de vue procédural, sur la forme, on entend les demandes, les besoins d'un dossier qui suit son cours. Mais sur le fond, on n'apporte pas les éléments qui permettraient vraiment de faire la lumière sur cette affaire-là. Alors, autre question importante, vous me confiez vouloir emmener ce combat à l'échelle européenne. Dans quel but ? Oui, totalement. Oui. Écoutez, est-ce que vous êtes au courant, par exemple, et je suis sûr que tous ceux qui nous entendent aujourd'hui parmi les auditeurs ne sont pas au courant, qu'il y a quelques années, en 2005, un jeune réfugié de 23 ans a été trouvé calciné, mort dans une cave en Allemagne. Non, je ne savais pas. On ne le sait pas. C'est des éléments extrêmement graves. Et en Allemagne, les gens, les militants et les familles de victimes de violences policières ayant entraîné la mort ne sont pas au courant des dossiers allemands. Il n'y a pas très longtemps, nous étions aussi en Angleterre et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe en Angleterre et les Anglais ne savent pas ce qu'il se passe chez nous en France. Or, quand on décortique un peu les choses, on se rend compte que ce sont les mêmes schémas, les mêmes procédures, les mêmes manigances où, dans un premier temps, on va victimiser la famille et la victime. Ensuite, on va détruire ou cacher des preuves. Et ensuite, on met en place un système de justice lourd qui fait traîner les dossiers pour fatiguer les familles. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, ce projet de construction de réseau européen a pour but déjà de combler ce manque-là, ce manque d'informations. C'est-à-dire que les informations ne passent pas entre les pays. Et par la suite, peut-être, échanger un peu nos procédés entre nous, les comités, savoir qu'est-ce qui a marché chez vous, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous, pour être encore plus fort dans notre légitime combat, dans notre légitime cause, qui n'est juste de vivre en paix. Deux dernières questions. Que de vivre en paix. Deux dernières questions, Mounir, référent avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour parler de cette affaire Wissam, donc il y a 6 ans. Ça s'est passé à Clermont-Ferrand, en Auvergne, le soir du 31 décembre 2011. Deux dernières questions. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus ces fameux policiers ? Écoutez, dans un premier temps, ils ont été mis en examen et ensuite ils sont passés au titre de témoins assistés. Dans les premières heures, et c'était plus que outrageux, je ne sais plus comment on dit, on a été nous choqués de savoir qu'ils ont simplement été mis à pied. C'est-à-dire qu'on leur a donné un congé avant de traiter l'information. Je pense qu'aujourd'hui ils ont repris le travail, oui. Et peut-être pas à Clermont-Ferrand, mais en tout cas oui, ils ont repris le travail, oui, c'est sûr. Ils ont été mutés, quoi. Muté, oui. Écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote très courte. Un jour, on a participé à une réunion sur la place de Jade à Clermont-Ferrand où on parlait justement des violences en société. Farid, le frère de Wissam, était là. Deux îlotiers viennent en vélo pour vérifier un peu ce qui se passait. C'était dans le cadre de Nuit debout. Parmi les deux îlotiers, alors que Farid avait la parole, il y avait un des policiers que Farid a reconnu et qu'il était le seul capable de reconnaître, parce que voilà, il a le droit, il a accès au dossier, et les deux policiers tournaient autour de nous, ce qui a pu que effondrer Farid, et qui a quand même gardé son courage, et au micro, il a dit comme ça, et donc il y a des témoins, c'est quelque chose que je peux citer, il a dit, regardez jusqu'où ils vont jusqu'à nous narguer pour nous détruire finalement. C'est très dur ce que je suis en train de vous dire. Donc oui, ils ont repris le travail, ils ont été sûrement mutés, ou peut-être même que certains continuent à travailler à Clermont-Ferrand. Vous me confiez hier que vous étiez en discussion avec la avec la mairie de Clermont-Ferrand pour la pose d'une stèle en hommage à Wissam. Est-ce que c'est d'actualité et où en êtes-vous ? C'est d'actualité et c'est totalement confirmé. C'est-à-dire que cette stèle et cet arbre qui est le ginkgo biloba
qui est l'arbre qui a résisté à Hiroshima, à la bombe nucléaire, donc qui est un très beau symbole de résistance, sera planté en hommage le samedi 18 novembre, donc très bientôt, dans l'après-midi. Pas à n'importe quel endroit, au jardin Lecoq, qui est le plus grand jardin de Clermont-Ferrand. Ce moment est avant tout un moment de commémoration, un moment de solennité. C'est un moment où on fait une pause dans le combat et où on a envie de rendre à Wissam, qui appartient à Wissam, à savoir sa personne. Vous savez, c'est un peu comme si on a dérobé l'identité d'une personne pour en faire une simple victime de violence policière. Voilà. Nous, on remercie toute la ville de Clermont-Ferrand, la famille remercie toute la ville de Clermont-Ferrand pour cet hommage qui est au final un hommage pour Wissam, le temps de lui faire cet hommage et de rappeler qui il était, et un hommage aussi à cette famille qui est restée humble, qui est resté noble, comme vous le disiez tout à l'heure quand vous parliez d'un combat noble, en continuant à suivre étape par étape, sans ne jamais se fatiguer et sans ne jamais oublier de respecter l'esprit républicain et citoyen, d'aller jusqu'au bout des étapes pour trouver la vérité et la justice, on l'espère, pour l'affaire de Wissam El Yamini. Voilà. Mounir, dernier petit mot concernant les réseaux sociaux. Vous y êtes présent, bien entendu. Est-ce que vous pouvez les indiquer aux auditeurs, eux qui ont entendu et peut-être pour certains d'entre eux découvert cette affaire, souhaitent vous suivre, souhaitent un petit peu suivre votre combat, qui est plus que noble en l'occurrence et qui entend mener une espèce de lutte européenne des différentes violences policières qui ont pour la plupart d'ailleurs entraîné la mort, ce qui est le cas de Wissam. Donnez-nous vos coordonnées, Facebook, Twitter et tout le reste. Alors c'est très simple. Déjà, il suffit de taper le nom Wissam El Yamini, vous aurez beaucoup de coordonnées, ou plutôt beaucoup d'informations et de coupons de presse, j'ai envie de dire. Mais ensuite, il y a surtout le Facebook. C'est peut-être là où on est le plus réactif, où il y a effectivement même une certaine interactivité où on peut discuter. Donc c'est Justice et Vérité pour Wissam sur Facebook. Et il y a aussi un site internet et un Twitter qui porte le même nom, Justice et Vérité pour Wissam. Voilà. Et d'ailleurs, si je peux juste terminer là-dessus, je dirais que peut-être c'est un des avocats qui nous disait ça. Il nous expliquait qu'aujourd'hui on arrive à une nouvelle génération ou à une nouvelle époque où maintenant les citoyens font eux-mêmes leurs médias, et c'est certainement grâce aux gens qui sont derrière nous qu'on a pu continuer ce combat jusqu'à aujourd'hui. Donc je tiens à remercier tous ceux qui sont derrière nous depuis le départ, la ville de Clermont-Ferrand, en France aussi, et à travers les frontières, qu'ils ont pu nous permettre de nous donner cette force pour aller jusqu'au bout, parce que finalement, et là je reviens sur une des victimes de familles de violences policières, qui lors d'une manifestation a dit, et je me rappellerai toujours de cette phrase: quand tu marches pour un, tu marches pour tous. Voilà. Belle phrase. Merci beaucoup Mounir, et vous saluerez évidemment la famille de Wissam qui a su rester debout, humble, et qui entend évidemment mener le combat pour obtenir justice et vérité, ce qui est la moindre des choses pour Wissam, pour cet individu, parce qu'on parle évidemment, et vous avez raison d'ailleurs, comme une victime de violences policières, mais Wissam était un homme qui avait une vie, qui avait des projets, qui avait des envies, qui avait des passions. Et aujourd'hui, elles se sont éteintes parce que des individus faisant partie de la police nationale se sont comportés comme des assassins. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès de la police dans son ensemble aujourd'hui, mais de dénoncer des individus qui déshonorent cette profession. Merci beaucoup Mounir, en tout cas vous êtes référent vous de ce comité Justice et Vérité pour Wissam du côté de Clermont-Ferrand. Merci de nous avoir éclairé le plus justement possible et nous avoir relayé cette affaire. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Bon, une interview dont je suis assez fier parce qu'elle a été de qualité pour le coup. Non pas par mes questions, ça serait beaucoup trop prétentieux, mais par les réponses apportées par Mounir, qui a été d'une clarté. Je sais pas ce que vous en pensez, Anan. C'est assez émouvant, on l'a senti assez ému à des moments. Donc cette affaire, moi je l'avais pas suivi depuis le démarrage, mais j'ai commencé à suivre justement ce compte sur Twitter où comme il le dit à la fin, en fait, quand on se bat pour l'un, on se bat pour tous.
Et sur le compte Twitter, c'est exactement ce qui transparaît. Donc il continue à relayer effectivement des informations sur le cas de Wissem, Allah yarhamou, mais il continue aussi à relayer les informations sur vérité pour Yacine, sur justice pour Adama, enfin sur tout ce qui concerne ou ce qui pourrait concerner la justice ou les violences policières. Donc oui, une belle interview. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il parle d'organisation au niveau européen et que ce qui se passe aujourd'hui en France se passe aussi en Europe. Donc je leur souhaite vraiment beaucoup de courage et puis je les remercie pour leur résilience et leur constance à mener ce combat. Redouane, ton avis? C'est un engagement qui est formidable parce que ça demande évidemment énormément de courage, beaucoup de détermination et lutter contre la frustration, l'impuissance face à un système qui est cloisonné. Je connaissais pas l'histoire de Wissam, c'est une histoire effroyable. Et encore, il a pas tout détaillé, hein. Je peux vous dire que c'est simplement horrible. J'ai juste une chose à dire, juste un avis à dire, c'est que ce qui s'est passé en 2005 va se reproduire, et va se reproduire très rapidement parce que les cas de violence policière se multiplient. Personnellement, j'ai été extrêmement choqué il y a un mois de découvrir sur Twitter justement la vidéo d'un jeune homme qui s'est fait passer à tabac à la sortie d'un café à Aulnay-sous-Bois par 2 policiers. Sa tête était écrasée contre le sol du trottoir par la chaussure d'un des policiers. Cette vidéo a beaucoup circulé sur Twitter et j'ai été effaré, effrayé par l'absence de relais médiatique d'une violence policière qui est indéniable et qui a été filmée par les plusieurs personnes qui se trouvaient sur le café. Je ne connais pas la personne qui était sur cette vidéo, qui a subi cette violence à Aulnay il y a environ un mois. Et face à des violences qui se multiplient, on aura un 2005 bis, c'est évident. Bon, en tout cas, encore une fois, j'insiste, et c'est bon de le rappeler, on ne fait vraiment pas le procès de la police parce que dans sa majorité, au sein de la police, il y a des gens qui font évidemment formidablement bien leur travail, mais de dénoncer des individus qui sont en minorité mais qui font parler d'eux malheureusement et qui déshonorent cette profession, on se doit de le faire et on le fait en toute transparence et en toute tranquillité. Alors vu l'heure, on va passer à côté d'Estrosi. Écoutez, voilà, on aura l'occasion d'en reparler de ce personnage. En tout cas, pour laisser place à un coup de cœur, le coup de cœur de Redouane qui va nous parler d'une élue palestinienne, c'est ça, hein? Oui. Alors, de qui s'agit-il et pourquoi tu souhaites nous en parler? Il s'agit de Khalida Jarrar. Alors Khalida Jarrar est une égérie en fait en Palestine. Alors quand je parle de Palestine, je parle ici de la Cisjordanie. Khalida Jarrar, c'est une femme de 53 ans, donc qui est originaire de Naplouse, qui aujourd'hui vivait avec sa famille à Ramallah. Donc c'est une Palestinienne pure souche. Elle est avocate et elle fait partie des bêtes noires du gouvernement israélien pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est la présidente du comité qui s'occupe des prisonniers palestiniens en Israël. Ensuite, parce qu'elle fait partie en fait des phalanges féministes en Cisjordanie et travaille notamment avec Khitam et Jeannette Khouri, donc à l'aide et à l'auto-émancipation des femmes en Cisjordanie. Alors Jeannette Khouri, pour ceux qui ne la connaissent pas probablement, c'est l'ancienne mairesse de Ramallah, puisque beaucoup de gens ne le savent pas, mais les femmes ont pris le pouvoir à Ramallah, dans les universités également, dans l'espace politique, et donc la première mairesse de Ramallah en 2006 qui a été élue était une femme, et Khalida Jarrar, elle était donc élue députée au Parlement consultatif de Cisjordanie, et cette femme a posé énormément de problèmes à l'État israélien, d'abord parce qu'en tant que juriste, elle a fait valoir les droits des Palestiniens en Europe, elle a travaillé avec le Conseil de l'Europe, et l'État israélien a tenté de lui faire payer très cher à plusieurs reprises. D'abord, il faut savoir qu'elle a été arrêtée 14 fois en 6 ans. Ah oui. Elle a été interdite de sortir de Cisjordanie pendant 4 ans. Ouais. Pour l'empêcher notamment d'aller à des sommets parisiens sur la Palestine, et donc en 2015 pour la première fois, alors qu'elle vit à Ramallah. Ramallah est un territoire où l'armée israélienne a interdiction de se rendre.
Des hélicoptères sont arrivés de nuit pour l'attraper, la kidnapper et l'emmener en détention en Israël. Elle a été relâchée au bout de 14 mois et une nouvelle fois, là, en juillet dernier, elle a été à nouveau kidnappée par 60 soldats israéliens qui sont allés la chercher à Ramallah. C'est complètement démesuré. Et donc aujourd'hui, cette femme qui fait partie de l'Intelligentsia, qui est la phalange intellectuelle de Palestine. Conclure, Redouane, parce que la pub qui arrive. Ah, je suis vraiment désolé. Elle est bien au chaud dans une prison israélienne et l'État israélien en est bien ravi parce qu'elle leur pose beaucoup de problèmes sur le plan des droits palestiniens. Merci beaucoup, Redouane. Dans un instant, Libertad, et on fait le point sur la question du jour. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Redouane Mimoun et Hanan Zawani qui sont avec nous. Et on va faire le point sur la question du jour qui était la suivante, donc pour Edoui Plenel, qui parle bien entendu de la une de Charlie Hebdo concernant le président de Mediapart. Edoui Plenel, il considère que c'est une guerre menée contre les musulmans, qui est une guerre menée par une gauche égarée. Est-ce que vous partagez l'avis d'Edoui Plenel, pardon? Qu'est-ce que ça donne sur Twitter et Facebook, ma chère Hanan? Sur Twitter, ça évolue bien, donc on est à 60% de oui, et 40% de non. LGF officiel, 60% de oui, 40% de non sur Twitter. Est-ce que on peut avoir un petit détail sur Facebook? Sur Facebook, ça c'est resté stable, 85% de oui, 15% de non. 85% de oui pour 15% de non. Allez, c'est parti, Redouane, Hanan pour Libertad 01 40 33 9000. Vous avez un truc à dire? C'est le moment de prendre votre téléphone, de nous appeler. On ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, mais en tout cas, vous allez pouvoir le faire en direct. 01 40 33 9000 pour terminer cette émission. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Votre prénom? Bonsoir, Hanan. Bonsoir. Ali de Palaiso. Ali de Palaiso, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à votre invité, j'ai oublié son nom. Il s'appelle Redouane Mimoun. Mimoun, alors. Moumine. Non, c'est bon, si je suis un spécialiste. Christophe, c'est toi, moi tu m'as embarqué sur ça aussi. Ouais. Redouane Moumine. Vas-y, on t'écoute, Ali. Ouais, non, il nous a laissé sur notre fin pour la question des femmes palestiniennes. Il faut qu'il revienne. Ben oui, malheureusement, là, je me suis mal débrouillé. J'aurais dû préparer ça en 3 actes. Non, la semaine prochaine, ce serait bien parce que c'est très intéressant. Mais si vous savez, il y a tellement à dire. Bah écoute, il sera avec nous mercredi, il t'en reparlera, d'accord? Ah oui, avec grand plaisir, Inch'Allah. Merci Ali. Merci bye bye, Ali. Ouais, oui, parce que ça, c'est les informations qui sont passées sous silence, évidemment. Hein, voilà. Ouais. En tout cas, c'est pas sur les autres radios et sur les télés que vous entendrez parler de cette affaire. Hein, ça, croyez-le. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Youva. Ouais, Youva, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Christophe, comment allez-vous? Ouais, ça va, merci beaucoup. Très bien, je passe le bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Moi, justement, je voulais parler de l'anniversaire du général de Gaulle. Ouais. C'est que l'anniversaire du général de Gaulle, ils l'ont pas oublié. Par contre, les droits de l'homme en France, ils sont bafoués, etc. Tout ça, c'est dû au Parti socialiste. Quand le président de la République, François Mitterrand, il était président de la République, c'est-à-dire en ce qui concerne moi, j'aimerais bien rentrer dans les droits, tout simplement, parce que la plupart de nos concitoyens, on leur a volé leur nationalité, c'est-à-dire leur nationalité d'origine, s'ils veulent se réintégrer dans les droits, tout, etc. D'accord. Merci Youva. C'est-à-dire bafoué, quoi, en quelque sorte. Merci beaucoup. À très bientôt en tout cas pour nous avoir parlé. J'ai pas tout compris, hein, personnellement, mais en tout cas tu l'as dit. Il dénonce le fait qu'on parle beaucoup du général de Gaulle et très peu des droits de l'homme. Bon, je trouve qu'on en parle pas des masses, hein, du général de Gaulle. Moi, sur Twitter, si, c'est entêté. Ah ouais. France Maghreb 2, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Christophe. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'interviens en fait désolé, j'ai pas dit mon nom, c'est Mohamed de Paris. J'interviens juste par rapport à ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est un peu ah ouais, c'est très tendu là. Hein. Donc je tiens à condamner du coup leur position, à la fois le fait d'avoir obligé le Premier ministre libanais à démissionner. Ouais. Ça c'est un peu, c'est surprenant et c'est très très insultant pour les Libanais. Et aussi au niveau national, je voulais juste où je travaille dans le domaine de l'écologie, je voulais inviter la communauté un peu à s'inscrire dans un défi qui est national, qui s'appelle le défi des familles énergie positive. Ça permettrait éventuellement de faire un petit
peut voir les musulmans de s'engager sur là on ne les attend pas finalement. L'écologie c'est très important, vous avez raison. Oui, donc c'est un défi qui est national. On a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Ça permet de créer un mélange entre les différentes cultures, les différents quartiers des villes. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher, c'est pour la planète et puis ça permet de faire des économies. Puis, merci Mohamed, merci beaucoup. Super. À très bientôt, bravo. Bravo pour l'initiative, n'hésite pas à nous rappeler, voilà, Libertad qui est de plus en plus un rendez-vous de constructif mené par les auditeurs de France Maghreb 2 dont on est extrêmement fiers. Merci beaucoup. Moi c'est mon moment préféré. Ouais, moi aussi j'aime bien. Mais j'aimerais bien que ça dure plus longtemps. Bah ouais, mais voilà, non, 10 mais minutes tu sais, de Libertad. Tout ce qui est bon ne doit durer un certain temps parce que après plus c'est long, moins c'est bon. Ok. Bah, vous m'avez suivi quoi, vous m'avez on a compris. J'arrive en fin de semaine, moi je commence à fatiguer. Hein, je vous non le dis du tout. Anan, merci beaucoup. À lundi. Merci à toi, merci à nos auditeurs et à lundi prochain. Excellente semaine à tous. Voilà, juste faire un petit coucou. Samedi, on a Bibliothèse, donc c'est Anan Chahiri qui sera l'invité de Bibliothèse. Qui sera l'invité de Bibliothèse à Sarcelles. Voilà, donc je vous en reparler. 18h30. Voilà, je sais pas à quelle heure c'est, mais en tout cas, voilà, sur la page de Bibliothèse, faut y aller. Faut y aller. Biblio _Tess. Redouane Moumine. Merci pour tout. Merci et bienvenue à la maison. On te revoit mercredi avec Nadia Kaya. Grand plaisir. Merci beaucoup. Dans un instant, vous allez retrouver Medjahed sur France Maghreb 2. Il est là. Oui, en forme. La bonne humeur caractérisée par l'ami Medjahed dans un instant, juste après le flash de Marine Garel que je salue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le ministère du Travail n'annoncera plus le nombre de demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi tous les mois, mais tous les trimestres à partir de 2018. Les chiffres mensuels seront toujours accessibles sur le site du ministère, mais ne feront plus l'objet d'une publication. Paris Match risque 4 500 € d'amende et la confiscation de tous ses exemplaires de cette semaine. Le parquet de Paris vient en effet d'ouvrir une enquête après la publication illégale de photos par le magazine. 2 clichés pris pendant le procès d'Abdelkader Mera et de Feta Malki la semaine dernière. Or, la loi interdit de prendre des photos lors des audiences et bien évidemment de les diffuser. Une cérémonie officielle ce matin à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, 47 ans jour pour jour après la mort du général de Gaulle. Et comme chaque année, défilé politique devant sa tombe. Bernard Accoyer, Laurent Wauquiez pour les Républicains, l'ancien numéro 2 du Front National Florian Philippot ou encore Nicolas Dupont-Aignan. Un incident significatif de sûreté s'est produit à la centrale de Palluel en Seine-Maritime. Il a concerné 2 réacteurs et a été classé au niveau 2 sur l'échelle INES qui compte 7 niveaux de gravité. Les équipements en cause qui avaient souffert de corrosion ont été remplacés, assure le groupe. Alors que Daesh vient de perdre la dernière ville qu'elle contrôlait encore en Syrie, Emmanuel Macron table sur une victoire totale contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak dans les prochains mois. Victoire militaire car le chef de l'État français prévient, la menace djihadiste, elle, demeure. Le président de la République s'adressait ce matin aux troupes françaises basées à Abu Dhabi. Emmanuel Macron qui est donc aux Émirats Arabes Unis pour inaugurer le Louvre Abu Dhabi. Mais pas seulement, il a annoncé la signature d'un accord entre le Fonds souverain stratégique basé à Abu Dhabi et 2 institutions françaises. Sport rugby et 2 ans après sa dernière sélection, titulaire samedi avec le 15 de France face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.